Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va s'attaquer à une question difficile du chapitre dérivation. Ce sont des questions qui apparaissent au tout début du chapitre sur la dérivation, en introduction, qui sont importantes d'un point de vue de la théorie, de la notion, mais qui ensuite seront abandonnées peu à peu pour des questions et des exercices beaucoup plus simples, qui utilisent des mécanismes plus faciles, techniquement, pour pouvoir dériver des fonctions. Mais alors au début, quand on fait de la dérivation, eh bien, on doit passer par ce genre de petit exercice qui nous permet de mieux cerner la définition de la dérivabilité. Alors, on va apprendre à montrer qu'une fonction est dérivable, ou pas, localement, c'est-à-dire en un point. Est-ce qu'une fonction f est dérivable en 1, ou est-ce qu'elle est dérivable en 0, ou en 3? Et quand elle est dérivable en un point, on va aussi apprendre à calculer ce qu'on appelle un nombre dérivé. J'ai écrit ici sous la forme f' de a. Alors, avant de voir la méthode, un petit point de cours. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le cours? Eh bien que si cette chose-là, qui est le taux d'accroissement en a d'une fonction f, si cette chose-là, lorsqu'on fait tendre le petit h vers 0, ça nous donne un nombre réel, qui existe, qui appartient à grand R, alors on va pouvoir conclure deux choses. Première chose, f est dérivable en a. Deuxième chose, le nombre dérivé en a de la fonction f, eh bien, c'est cette valeur-là qui est la limite du taux d'accroissement lorsque petit h tend vers 0. On va essayer d'appliquer cette propriété dans le cadre de questions qui seront de ce type-là, comment je montre qu'une fonction est dérivable en un point. Alors, on va voir la méthode, et puis ensuite on fera des exemples. J'efface tout ça. Concrètement, quand on vous posera cette question, ou bien cet ensemble de deux petites questions qui sont très liées, qu'est-ce qu'il faudra faire? Première étape, il va falloir calculer le taux d'accroissement en A. Calcul du taux d'accroissement en petit a. Donc ce taux d'accroissement, c'est le gros calcul du f de a plus h moins f de a sur h. Étape 2, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire tendre petit h vers 0. Tendre petit h vers 0, pour vous en pratique, parce que ça c'est des notions de limite qui sont en fait réellement vues en classe de terminale, en pratique, on va essayer de remplacer h par 0. Donc je l'écris quand même sous une forme plus cohérente avec la notion de limite. Je fais tendre h vers 0. Voilà. Et donc en pratique, on essaiera de remplacer petit h vers 0. Et si jamais, quand je fais tendre mon petit h vers 0, si jamais je tombe sur un nombre réel, un nombre qui existe, comme 3, racine de 2, 25, eh bien je vais pouvoir conclure. C'est-à-dire conclure en disant que f est dérivable, ou bien f n'est pas dérivable si mon calcul m'a rien donné de probant, c'est-à-dire que, en fait, en faisant tendre h vers 0, ça ne va pas me donner un nombre réel. Donc je conclus de deux façons. Soit f est dérivable, et alors je peux, auquel cas, donner la valeur du nombre dérivé, f' de a. Ou alors f n'est pas dérivable dans ce point, auquel cas je ne donne pas la valeur du nombre dérivé, puisqu'il n'existe pas. Donc on va garder en tête cette méthode en 3 étapes. Et on va travailler avec un exemple. Exemple numéro 1. Je vais vous donner ici une fonction f qui va être, dans un premier temps, tranquillement, la fonction carrée. La fonction carrée définie sur R, je peux me poser la question, par exemple, de la dérivabilité de la fonction f en 1. F est-elle dérivable en 1? Et si oui, alors il faudra donner le nombre dérivé. Si oui, il faudra donner le nombre dérivé, parce que si la fonction f est dérivable en 1, ça veut dire que elle admet un nombre dérivé en 1 qui s'écrit f' de a. Voilà. Alors on va essayer de répondre à ces deux questions. On y va. Première étape, il faut que je calcule le taux d'accroissement en petit a, c'est-à-dire ici, je veux savoir si oui ou non elle est dérivable en 1, je vais calculer le taux d'accroissement en a égale 1. Donc je prépare mon calcul du taux d'accroissement. Avant tout, j'écris toujours que mon taux d'accroissement, en fait, il n'existe que quand h est différent de 0.
Donc je peux écrire soit h, un réel, différent de 0. Différent de 0, pourquoi? Parce que dans l'écriture d'un taux d'accroissement, il y a une division par h. Alors, je n'ai pas le droit de remplacer h par 0, sinon ça provoquerait une division par 0. Ce taux d'accroissement, je peux lui donner un nom, un petit symbole. Je peux l'écrire comme ceci. Ça, c'est une lettre grecque, qui veut dire taux. Il n'y a pas d'écriture universelle pour l'écriture d'un taux d'accroissement. Moi, j'utilise celui-là. C'est le taux d'accroissement de la fonction f en 1. Donc, je vais écrire ça, taux 1. Et comme c'est quelque chose qui dépend de la variable h, je l'écris taux 1 de h. Et je le calcule. On a dit c'est f de a plus h, donc ici f de 1 plus h, moins f de 1 sur h. Donc vous voyez bien que ça n'existe que quand h est différent de 0, sinon je diviserais par 0. f de 1 plus h, comment je vais pouvoir calculer ça? J'ai l'expression de la fonction f, donc à cette étape-là, il faut que je calcule l'image de 1 plus h en remplaçant mon x par 1 plus h dans l'expression de la fonction. Ça me donne donc 1 plus h au carré, moins f de 1, je remplace x par 1 dans l'expression de la fonction, moins 1 au carré, le tout divisé par h. Je continue. 1 plus h, le tout au carré, identité remarquable, 1 plus 2h plus h au carré, moins 1, le tout divisé par h. Je continue encore. Qu'est-ce que je peux faire? 1 moins 1, 0. Il me reste donc, en ordonnant tranquillement le polynôme qui est en haut, h carré plus 2h divisé par h. Je sens une simplification arriver. Et là, vous verrez avec l'expérience que quand on vous demande de montrer qu'une fonction est dérivable, après un calcul de taux d'accroissement, il y aura toujours une petite simplification qui se fera avec les h pour qu'il n'y ait plus de h au dénominateur. C'est ça qui va nous sauver pour la deuxième étape. Dès lors qu'on ne pourra pas simplifier par h, il y aura de grandes chances pour que la fonction ne soit pas dérivable. Comment on simplifie ça? Attention, on ne barre pas un h ici, un h ici. On factorise d'abord proprement le numérateur, h facteur de h plus 2, divisé par h. Et là, comme il y a un fois ici, je vais pouvoir diviser par h en haut et en bas. J'ai le droit de le faire parce que j'ai dit que h était différent de 0. Il ne me reste plus que h plus 2. Voilà. Donc, je récapitule. On a fait l'étape 1. On a calculé le taux d'accroissement en a égale 1. On l'a calculé pour tout h différent de 0 et on arrive à h plus 2. Ok, on a fini notre première étape. Je vais effacer tous les calculs intermédiaires et j'écris donc que taux de h, c'est h plus 2. On est parti d'une expression très compliquée, on en arrive à une qui est très simple. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2, il faut maintenant que je fasse tendre h vers 0. On a dit que h était différent de 0 pour pouvoir calculer un taux d'accroissement. Oui, mais alors on peut essayer de s'en rapprocher de 0, sans jamais l'atteindre. On s'en rapproche. C'est là où il y a une petite subtilité qui sera plutôt vue en terminale, pour comprendre vraiment ce que c'est que la notion de limite. Mais je comprends qu'en fait, si je fais tendre h vers 0, en fait, cette valeur de h, elle va se diriger vers 0, et donc, finalement, vers quoi va tendre cette expression h plus 2? Vers 0 plus 2, parce que si on se rapproche très proche de 0, on comprend que, en ajoutant 2, on va se rapprocher très proche de 2. Donc on va pouvoir écrire, en gardant l'écriture correcte de la limite, qui s'écrit comme ça, lim, quand h tend vers 0, écrit en petit en dessous, du taux d'accroissement en 1 de la fonction f, eh bien ça fait 2. Parce qu'en pratique, j'ai remplacé h par 0. Et ça me donne 2. Alors ce 2, je le regarde, et je me demande, est-ce que ça, c'est bien un nombre réel? Bien sûr, 2, c'est un nombre réel. Voilà, j'ai réussi à calculer cette limite. Ça vaut 2, ça appartient à R. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai fini mon étape 2. J'ai fait tendre h vers 0, j'ai calculé mon taux d'accroissement. Enfin, j'ai calculé la limite de mon taux d'accroissement. Il faut que je conclue. Petit 3. Qu'est-ce que je peux conclure? Comme ce nombre-là, c'est un réel, je vais pouvoir en déduire deux choses. F est dérivable en 1, première chose. Deuxième chose, f' de 1, le nombre dérivé de f en 1, il vaut ce que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 2.
j'ai réussi à prouver que la fonction carré était dérivable en 1 et que son nombre dérivé en 1 vaut 2. Voilà, en pratique, comment on fait. Deuxième exemple. On va travailler cette fois avec une fonction. Pareil, des fonctions toutes simples. Je vais vous donner la fonction 1 sur x, qui s'appelle la fonction inverse, qui est définie, je vous le rappelle, c'est une fonction usuelle sur R étoile. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous demander de montrer que la fonction est dérivable en 0, parce que je suis sûr qu'elle ne l'est pas, sans aucun calcul, puisque la fonction f, elle n'est pas définie en 0. Donc pour qu'elle soit dérivable, il faut d'abord qu'elle soit définie. Donc la question de la dérivabilité en 0 ne se pose pas. Je vais vous poser la question de la dérivabilité éventuelle. F est-elle dérivable en 1? Et si oui, il faut donner f' de 1, comme tout à l'heure. Voilà. On y va. Première étape, je me lance dans le calcul du taux d'accroissement en 1 de la fonction f. Ça va dépendre de h. Je suis parti d'un h différent de 0, bien sûr. Je fais mon petit calcul. F de 1 plus h moins f de 1, le tout divisé par h. F de 1 plus h, l'image de 1 plus h par la fonction inverse, me donne, en remplaçant 1 sur 1 plus h, moins f de 1, c'est-à-dire 1 sur 1, le tout divisé par h. Ok, quand j'ai des fonctions avec des quotients, mes calculs de taux d'accroissement, ils sont un peu embêtants parce que ça ressemble à des gros pavés avec plein de barres de fractions dans tous les sens. Donc il faut ne pas avoir peur, mettre un peu d'ordre, se demander par quoi je commence. Je commence bien sûr par mettre ici en haut sous le même dénominateur. Ici, je laisse mon 1 sur 1 plus h, et c'est ce 1 sur 1 qui fait 1 d'ailleurs, que je vais mettre sous le même dénominateur en l'écrivant, multipliant par ici 1 plus h, et donc en haut par 1 plus h, je vais avoir deux fractions qui seront sous le même dénominateur. Donc là j'aurai un 1 plus h en bas, et là j'aurai un 1 plus h en haut, et je continue à diviser par h bien sûr. Qu'est-ce que ça me donne au numérateur? Je peux maintenant écrire ça sous la forme d'un seul quotient au numérateur. J'aurai donc 1 moins parenthèse, attention, 1 plus h sur 1 plus h, le tout divisé par h. Je continue à essayer de réduire ici mon numérateur, règle du moins parenthèse, 1 moins 1 moins h, 1 moins 1 moins h, ça fait moins h sur 1 plus h, le tout divisé par h. J'y vois quand même un peu plus clair, mais ça reste pas très beau, parce que j'ai une fraction étagée ici. Il faut que je me débarrasse de cette multitude de barres de fractions, enfin multitude, il y en a deux, mais c'est déjà bien trop, par la petite règle bien célèbre du fait que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais transformer cette écriture, j'efface le haut là, voilà. Je vais transformer cette écriture en l'écrivant moins h sur 1 plus h. Au lieu de diviser par h, je vais multiplier par son inverse qui est 1 sur h. Je peux maintenant tranquillement faire mon petit produit. Je peux même en amont voir qu'il va y avoir une simplification en divisant par h en haut et en bas, ce qui va me donner moins 1 sur 1 plus h. Moins 1 sur 1 plus h. Bon, bah c'est très bien. Voilà, j'ai calculé mon taux d'accroissement, je m'arrête là, pas de problème. J'ai fini l'étape 1. Il va falloir maintenant que je passe à l'étape 2. Passer à l'étape 2, ça signifie encore une fois que je vais faire tendre h vers 0. Alors, j'écris ça comme ça. Lim quand h tend vers 0 du taux d'accroissement. Et avant de l'écrire, je regarde qu'est-ce qui se passe quand je remplace h vers 0, quand je me rapproche le plus possible de 0. Remplaçons h par 0, ça me fait moins 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Ça marche, je l'ai remplacé, et je vois que ça me donne un nombre réel. Bien sûr, moins 1 est un nombre réel. Je suis très content, je peux conclure deux choses. Donc, deux choses. F est bien dérivable en 1. Et deuxième chose, f' de 1 égale moins 1. J'ai donc prouvé que la fonction inverse était dérivable en 1 et que son nombre dérivé en 1 vaut moins 1. Troisième exemple. Troisième exemple,
la fonction racine carrée. Voilà, j'aurais pu écrire que c'est f de x, pardon. F de x égale racine carrée de x. C'est une fonction qui est bien sûr définie sur R étoile, sur R+, pardon, c'est-à-dire ensemble des réels positifs, ou nuls, hein, bien sûr, on commence à 0. Je sais qu'elle existe en 0, racine de 0, ça fait 0. Et je me pose justement la question de la dérivabilité en 0. F est-elle dérivable en 0? Et si oui, il faut que je donne f' de 0. Si la fonction est dérivable en 0. Alors on se relance dans le calcul du taux d'accroissement en 0 en disant qu'on prend un h qui est différent de 0 et on calcule le taux en 0 de h. Ça va nous donner quoi? F de 0 plus h moins f de 0 sur h. F de 0 plus h, il faut d'abord que je calcule 0 plus h, parce que là j'ai l'occasion de le faire. Tout à l'heure on avait des 1 plus h, on ne pouvait pas le simplifier. Mais f de 0 plus h, ça fait f de h, tout simplement, parce que 0 plus h, ça fait h. Moins f de 0 sur h. F de h me donne racine de h. F de 0 me donne 0, parce que c'est racine de 0. Le tout divisé par h. Ceci me donne racine de h sur h. J'essaie peut-être de simplifier ça. C'est faisable. C'est faisable, il faut juste faire attention. D'ailleurs, attention à quelque chose. Ici, on a parlé d'un h qui est différent de 0, mais pour que le taux d'accroissement existe, que les valeurs, je suis en train de parler, existent, il faut bien sûr que h soit positif. Sinon, je n'ai pas le droit d'appliquer la fonction f. Je n'ai pas le droit d'en prendre la racine carrée. La racine carrée étant définie sur R+. Donc j'aurais dû préciser ici, c'est un h strictement positif que je prends pour avoir le droit de calculer ce taux d'accroissement. Alors si h est strictement positif, il y a une petite astuce ici pour simplifier cette expression, c'est d'écrire que h c'est racine de h au carré. Bah oui, racine de h fois racine de h. Et ça ne marche que parce que h est positif. Donc on va écrire h sous la forme racine de h fois racine de h. Et pourquoi je fais ça? Je fais ça pour pouvoir simplifier par racine de h par une division. Je divise par racine de h en haut et en bas. Ça me donne 1 sur racine de h. 1 sur racine de h. Voilà l'expression la plus simple possible pour le calcul de ce taux d'accroissement en 0. Alors je le réécris ici. Et puis je vais le regarder, ce résultat. Je vais le regarder, ce 1 sur racine de h. Voilà. Je vous avais dit au début, quand il n'y a pas de simplification par h dans un calcul de taux d'accroissement, eh ben, ça risque de ne pas être dérivable. Là, on a réussi à simplifier un petit peu. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que regardez notre expression. Elle existe, il n'y a pas de problème pour h strictement positif. Mais en deuxième étape, on doit faire tendre h vers 0. Alors regardez bien ce qu'on fait, parce qu'en pratique, en fait, pour faire tendre h vers 0, on remplace h par 0. Et si je m'amuse à remplacer h par 0 en l'écrivant comme ça me donnerait 1 sur racine carrée de 0. Et racine carrée de 0, ça fait 0. Et là, je suis en train d'écrire quelque chose qui est horrible. Quelque chose qui ne s'écrit pas en mathématiques, parce que vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de diviser par 0. Cette opération n'existe pas. La division étant définie que quand on divise par des nombres qui sont différents de 0. Donc, je ne vais pas pouvoir écrire ça. Et même en l'écrivant sous la forme d'une limite, quelle est la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de cette expression-là? En classe de première, vous ne savez pas la calculer. Et en classe de terminale, vous saurez la calculer et vous saurez que ça n'est pas un nombre réel, cette limite. Donc dans un premier temps, vous, en classe de première, vous dites, mais ça, je ne sais pas le calculer, parce que quand je remplace h par 0, eh bien ça me donne une opération qui n'est pas autorisée. Donc, ce qu'on va écrire ici, c'est que la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un nombre réel. Alors, on l'écrit comme ça. Ce n'est pas un nombre réel. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas diviser par 0, donc je ne peux pas me dire que ça me donne un nombre réel. Donc, on écrit ça comme ça, pour éviter d'écrire quelque chose qui est faux, qui veut dire que la limite n'existe pas, parce que vous le verrez en terminale, elle existe. C'est juste que cette limite, ce n'est pas un nombre réel. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore appris. Je répète, on remplace par 0.
On voit que ça ne marche pas, on ne sait pas le calculer, on écrit que cette limite n'appartient pas au réel. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Conclusion, que la fonction n'est pas dérivable en 0. Parce qu'on n'a pas obtenu un nombre réel ici, dans le résultat du calcul de la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Et donc, il n'est surtout pas question d'essayer de calculer f' de 0. f' de 0 n'existe pas. Il n'y a pas de nombre dérivé de la fonction racine carrée en 0. La fonction racine carrée est bien définie en 0, mais n'est pas dérivable en 0. On vient de le démontrer. Voilà, ces 3 petits exemples qui vous ont montré l'utilisation des taux d'accroissement pour prouver localement la dérivabilité et calculer un nombre dérivé en un point. Je vous rassure, quand on avance un peu le cours dans la dérivation, on va se mettre à faire des choses beaucoup plus pratiques, beaucoup plus mécaniques, et pour calculer des nombres dérivés, on aura des tableaux de dérivation qui nous permettront de le faire sans souci. Mais quand vous continuerez les maths plus tard, vous verrez à quel point ces choses-là sont importantes, très intéressantes et méritent de les avoir vues correctement dès la classe de première.